Bonjour, dans cette vidéo, nous abordons l'histoire de la notion d'acidité, ce qui donnera l'occasion d'une part de parler d'acide et de base, mais également de revoir un certain nombre de concepts qui sont des concepts de base en chimie. Nous allons structurer cette vidéo autour des différentes périodes où les concepts d'acide et de base ont évolué. Donc je vous ai mis dans cette frise ici du temps la période de l'Antiquité dans laquelle on a commencé à parler d'acide, puis celle du Moyen Âge, puis ensuite ici c'est un petit peu resserré, mais nous verrons la période lavoisienne, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, puis les premières théories de l'acidité au XIXe, et enfin les théories entre guillemets finales, c'est-à-dire celles qu'on utilise aujourd'hui, qui se sont basées beaucoup sur la mesure de pH. Finalement, nous verrons une extension de la notion d'acidité. Pendant l'Antiquité, l'acidité a été observée au niveau du goût, c'est-à-dire que c'est un concept qui n'a pas une origine scientifique, une origine chimique, mais une origine organoleptique. C'est ainsi que ça s'appelle quand c'est lié au goût. Le vinaigre, qui était la substance acide par excellence, était appelé par les Romains acetum, ce qui donnera la notion d'acide acétique, et qui s'utilise encore dans le mot italien aceto di vino, qui est le vinaigre. Au Moyen Âge, donc on change d'époque, nous avons des alchimistes qui sont venus depuis Alexandrie en suivant la conquête arabe, et leurs descendants ont mis au point des synthèses, en particulier des acides. L'acide sulfurique en premier lieu, on verra aussi l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, et également l'idée qui prédominait à l'époque était que le goût piquant des acides était dû à des constituants pointus. Cette notion de constituant pointu a eu la vie longue, puisque en 1686, le grand chimiste Nicolas Lemery, alors on voit grand au sens de sa tenue princière ici, et le fait qu'il avait rédigé un dictionnaire universel des drogues, c'était pas un petit chimiste. Eh bien, Nicolas Lemery disait: je pense que personne ne va contre l'idée qu'un acide possède des pointes, ce que chacun a déjà expérimenté avec sa langue. On voit bien qu'on était très loin des concepts actuels de la chimie. Le premier acide qui a été synthétisé, c'est l'acide sulfurique. Sa synthèse remonte aux années 800 et il était obtenu par chauffage de l'alun. L'alun, c'est une roche, là vous en avez un exemplaire, constitué de sulfate d'aluminium et de potassium, qui, chauffé en présence d'humidité, donnait l'acide sulfurique, la potasse et l'hydroxyde d'aluminium. Toute personne qui a fait un peu de chimie se dira: mais c'est pas possible qu'on fasse à la fois un acide et une base. Si on les fait ensemble, ils vont réagir et redonner le sulfate d'aluminium et de potassium. La réponse est non, si l'acide sulfurique est distillé au moment de sa formation. Donc l'équilibre qui est là est en fait déplacé par le passage en phase vapeur de ce constituant. La production d'autres acides était liée à celle de l'acide sulfurique. Par exemple, on a produit l'acide chlorhydrique sous sa forme de chlorure d'hydrogène HCl par la réaction de l'acide sulfurique avec le sel NaCl, ce qui produisait le chlorure d'hydrogène gazeux et ses ions. L'interprétation actuelle est à nouveau un déplacement d'équilibre. L'équilibre Cl- plus H+ donne HCl est déplacé vers la gauche. Mais si on chauffe et que HCl aqueux peut donner HCl gazeux et disparaît du mélange, ces équilibres sont déplacés vers la droite à cause du chauffage. Pendant la période lavoisienne, on était capable de comparer les acides, alors qu'on était incapable de faire des mesures. On a proposé des théories,
Par exemple, Lavoisier a postulé que c'était l'oxygène l'élément essentiel à l'acidité, ce qui est faux, c'est l'hydrogène, ça, on s'en est aperçu un peu plus tard. L'oxygène est effectivement présent dans l'acide phosphorique, H3PO4, dans l'acide sulfurique, H2SO4, dans l'acide nitrique, HNO3, et Lavoisier avait généralisé un peu rapidement. On commence à faire des titrages acide-base à cette époque, alors qu'on ne connaît pas toutes les notions que l'on a maintenant à notre disposition pour réaliser des titrages. Mais on était capable déjà de les réaliser expérimentalement. Pour la comparaison des acides sans faire de mesure, les chimistes avaient remarqué, par exemple, et on verra d'autres exemples dans la suite, que deux acides ne produisaient pas la même effervescence sur un morceau de calcaire. Donc ici, vous avez un morceau de calcaire, un acide qui est ajouté, et il y a une production d'effervescence. Les chimistes disaient, s'il y a beaucoup d'effervescence, l'acide est fort, s'il y en a peu, l'acide est faible. La notion fort-faible n'est pas la même que celle qu'on entend maintenant dans la théorie de Bronsted pour les acides et les bases. Il faut bien se méfier du fait que les mots ont changé de sens au fur et à mesure que la science évoluait. Les réactions chimiques qui se passent sur le calcaire est la suivante. Le carbonate de calcium, qui est le constituant principal du calcaire, avec les ions H3O+, donne le dioxyde de carbone, qui est un gaz responsable de l'effervescence. Les autres comparaisons consistaient à regarder les différences de comportement des acides avec les métaux, avec les bases et avec les colorants végétaux. Voyons tout de suite quelques exemples avec les colorants végétaux. Si on prend l'huile de violette, dont j'ai mis ici un flacon, c'est un additif alimentaire et médical, eh bien l'huile de violette était décolorée par l'acide sulfureux, alors que l'acide sulfurique rendait rouge cette huile. Donc ce colorant violet est en fait un indicateur coloré qui devient rouge avec l'acide sulfurique. Mais pourquoi l'acide sulfureux ne donne pas la même couleur? Alors les anciens chimistes disaient ça permet de différencier ces deux acides que l'on appelait initialement tous les deux vitriol. Mais en fait l'acide sulfureux réagit en tant que réducteur avec le colorant et non pas en tant qu'acide comme c'est le cas de l'acide sulfurique. Donc on voit à quel point des idées fausses permettent de faire quand même avancer la science. La teinture de tournesol, qui est également un indicateur coloré, est un extrait soit des tournesols, dont je vous ai mis ici une représentation, celle de Van Gogh, et extrait des lichens, dont vous avez ici un exemple. Cet extrait est connu depuis 1300, donc très longtemps avant le 19e siècle. Et on sait que, en présence d'un acide, la teinture de tournesol devient rouge en milieu acide ou bleu en milieu basique. C'est un indicateur coloré. Et ça permet de faire les premiers papiers pH. Le papier pH en anglais c'est litmus paper, litmus étant le tournesol, et c'est encore le nom qui est donné à notre époque. Donc la réaction avec les indicateurs colorés était une façon également de comparer les différents acides. Certaines comparaisons n'étaient pas du tout fondées, par exemple l'attaque avec les métaux pouvait être comparée, l'attaque avec l'acide nitrique HNO3 donné une action sur le cuivre, alors que l'acide chlorhydrique ne réagissait pas sur le cuivre. On en déduisait à tort que l'acide nitrique est plus fort que l'acide chlorhydrique. On sait aujourd'hui qu'ils ont les mêmes propriétés acides, en revanche, l'acide nitrique oxyde le cuivre, ce dont n'est pas capable l'acide chlorhydrique. Donc on voit que cette comparaison n'était pas fondée, on sait maintenant pourquoi, mais c'était quand même à l'époque une façon de différencier les acides. Au XIXe siècle, on commence à faire des mesures sur l'acidité. On ne sait toujours pas mesurer le pH, mais ces mesures permettent de développer les premières théories. Par exemple, les mesures électriques
ce qu'on appelle maintenant la mesure de conductivité, eh bien, quand on fait la conductivité de cet acide dans l'eau, on s'aperçoit qu'elle est plus faible que celle de cet acide dans l'eau. On en déduisait que celui-là était plus dissocié que celui-là. On avait raison, alors qu'on ne savait pas que ce raisonnement n'est correct que parce que la conductivité ionique de H3O+, est très supérieure à celle des autres ions. Sinon, on aurait pu imaginer que l'ion ici, comparé à l'ion ici, fausse le rapport entre les acidités. Il se trouve encore une fois que, sans connaître tout, on peut, avec des raisonnements relativement corrects, faire avancer les idées scientifiques. Ce qu'on appelle le déplacement d'un acide, on va voir dans un instant ce que c'est, a été observé et décrit par Oswald, 1912, qui introduit la notion de déplacement des acides faibles par les acides forts. En effet, CH3CO- est une base faible, qui est ici fixée par l'ion Na+, et on dit que l'acide sulfurique déplace l'acide éthanoïque de son sel. Ce qui veut dire en termes modernes, l'acide sulfurique réagit sur la base faible pour donner l'acide faible CH3COH. Cette force n'est pas liée au pKa dans les termes d'Oswald. Les pKa interviennent ensuite dans l'histoire de la chimie. Au XXe siècle, on met au point l'électrode de verre qui mesure la concentration en H3O+. L'électrode de verre, c'est cet ustensile ici, qui est reconnaissable par la boule en verre, qui est en fait une membrane sensible aux différences de pH. Cette électrode de verre permet d'étayer la théorie de Bronsted, qui est toujours utilisée et donc que l'on peut considérer comme bien meilleure que celles qui ont précédé. Et puis au XXe siècle, on a développé la notion d'acidité, on l'a étendue à des composés qui n'avaient rien à voir avec les acides et les bases tels qu'on les pensait avant. En particulier, l'acide de Lewis peut être par exemple BF3. On voit qu'il n'y a pas d'hydrogène, mais c'est un acide de Lewis parce que il possède une déficience électronique. En effet, on voit sur cette formule éclatée que le bore possède un environnement de 2 électrons ici, 2 électrons là et 2 électrons. Il a donc 6 électrons autour de lui au lieu de l'octet. Il est donc déficient en électrons. La base de Lewis correspondant à F-, elle possède un doublet libre qui va venir se fixer sur l'atome déficient en électrons et donner Bf4-. On voit donc qu'on a une réaction acide-base sans qu'aucun échange de H+ ait lieu. C'est une notion étendue de la notion d'acide qui s'appelle les acides de Lewis et qui est très utile dans plein de domaines de la chimie. En conclusion, nous avons vu qu'à travers les âges, la notion d'acidité évoluait et passait par un grand nombre de propositions qui avaient des raisons d'être à l'époque et que les époques qui ont suivi ont considéré qu'elles n'étaient pas correctes. La progression des idées scientifiques s'est faite alors même que certaines étaient incorrectes, mais qu'elles permettaient de faire avancer la science. Nous avons également fait la distinction entre la comparaison de la force des acides et la mesure de la force d'un acide par son pKa. Enfin, nous avons vu l'aspect déterminant des outils de mesure en science, puisque c'est pas un hasard si la théorie de Bronsted a pu se développer au même moment que l'électrode de verre faisait son apparition dans les laboratoires de chimie. Je vous remercie de votre attention.